Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'était une séparation douloureuse entre une mère et sa fille que nous devons le plus bel ensemble de lettres jamais écrites en français. Franck Ferrand nous fait découvrir ou redécouvrir cet après-midi sur Europe 1 les lettres de Madame de Sévigné. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Sous le règne de Louis XIV, la célèbre marquise de Sévigné a marié sa fille, à un certain... Son fils, c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Et en l'occurrence, elle a marié sa fille Françoise à un certain monsieur de Grignan, lieutenant général du roi en Provence, on dirait aujourd'hui préfet de la région PACA. La jeune mariée va devoir quitter Paris pour suivre son mari en Provence, à Grignan. Sa mère ne le supporte pas et pendant près de 20 ans, de 1671 à 1688, elle va abreuver sa chère fille qu'elle appelle ma bonne de charmantes lettres pleines des nouvelles de la ville et de la cour, des lettres merveilleuses qui constituent la grosse part des célèbres lettres de Madame de Sévigné. Et pour évoquer ces lettres et leur auteur, vous avez invité deux dames aujourd'hui. Et oui, deux grandes dames, disons-le, Jacqueline Duchesne, qui a édité avec son mari les lettres de Madame de Sévigné dans la Pléiade. Quant à Arlette Lebigre, elle porte sur la marquise un regard, vous allez voir, très personnel et très intéressant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants, mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte, cela m'assomme. Et comment en sortirai-je? Par où? Par quelle porte? Quand sera-ce? En quelle disposition? Souffrirai-je 1000 et 1000 douleurs qui me feront mourir désespéré? Aurais-je un transport au cerveau? Mourrais-je d'un accident? Comment serais-je avec Dieu? Qu'aurais-je à lui présenter? Oh, quel embarras! Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude, mais rien n'est si naturel, et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Songez, ma chère bonne, que nous avons ici une madame de la Barroire qui bredouille d'une apoplexie, elle fait pitié. Mais quand on la voit laide, point jeune, habillée du bel air, avec des petits bonnets à double carillon, et qu'on songe de plus qu'après 22 ans de veuvage, elle s'est amourachée de monsieur de la Barroire, qui en aimait une autre, à la vue du public, à qui elle a donné tout son bien et qui n'a jamais couché qu'un quart d'heure avec elle pour fixer les donations, et qu'il l'a chassée de chez lui outrageusement, mais quand on songe à tout cela, on a extrêmement envie de lui cracher au nez. Je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vu quelquefois coucher. Mais, mon Dieu, où ne vous ai-je point vu ici? Et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur? Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin où je ne vous ai vu. Il n'y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose, de quelque manière que ce soit, et de quelque façon que ce soit aussi. Cela me perce le cœur. Je vous vois, vous m'êtes présente, je pense et repense à tout. Ma tête et mon esprit se creusent, mais j'ai beau tourner, j'ai beau chercher, cette chère enfant que j'aime avec tant de passion est à 200 lieues de moi. Je ne l'ai plus. Sur cela, je pleure sans pouvoir m'en empêcher. Je n'en puis plus, ma chère bonne. Femme de lettres, on l'entend dit les dictionnaires à propos de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. Aujourd'hui, ils disent épistolière, ce qui veut dire la même chose, mais nous fait perdre le jeu de mots. Tout le monde, un jour ou l'autre, sur les bancs de l'école, a étudié, parfois appris par cœur, telle ou telle lettre de Madame de Sévigné, comme on étudie les fables de La Fontaine ou les caractères de la Bruyère. Mais cela va plus loin.
Certains, et je sais qu'il y en a parmi nos auditeurs, n'envisageraient pas de voyager sans glisser dans leur valise un recueil de ces lettres, comme le faisait la grand-mère du petit Marcel dans L'ombre des jeunes filles en fleurs, rappelez-vous. Alors, je n'en suis pas tout à fait là, mais je dois vous confesser d'entrée de jeu que j'ai une tendresse pour cette belle correspondance, et ce n'est pas parce que j'ai habité un temps rue de Sévigné, près du musée Carnavalet, qui était la demeure parisienne de la marquise. Ce qui m'a toujours fasciné dans les lettres de Madame de Sévigné, outre ce style tellement frais, tellement fulgurant et si naturel et si élégant que vous venez d'entendre, outre l'humour de Madame de Sévigné, c'est la vie qui reste intacte dans ces lettres après 350 ans. Voilà ce qu'il y a de fascinant. C'est, si vous voulez, l'impression d'entrer de plein pied dans le grand siècle. En effet, grâce aux lettres de la bonne marquise, nous pouvons nous immiscer dans l'intimité d'une grande dame du siècle de Louis XIV. Ça ne vaut pas seulement pour Madame de Sévigné d'ailleurs. Ce qu'il y a de fascinant dans les correspondances en général, c'est qu'elles n'ont pas été vraiment destinées à être éditées. Je dis vraiment car fatalement, quand l'épistolier regorge de talent, il doit bien se douter que ça finira par arriver. Du reste, Madame de Sévigné elle-même ne s'y trompe pas. Elle écrit un jour à son cousin Bussy-Rabutin, le célèbre libertin bourguignon, « Mon cousin, s'il vous prenait fantaisie de publier mes lettres, je vous prie de les raccommoder. » À quoi il lui répond « Ma cousine, on ne corrige pas le Titien. » Et c'est vrai que les portraits littéraires de la marquise relèvent du plus grand art, mais pas seulement ces portraits. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck qui nous en dit plus aujourd'hui sur Europe 1, sur Madame de Sévigné et sur ses célèbres lettres. Alors voilà, que sont-elles devenues ces lettres et comment est-ce qu'elles sont parvenues jusqu'à nous? C'est toute une histoire, vous allez voir. À la belle époque, l'humaniste érudit Émile Gérard Gailly a passé beaucoup de temps à reconstituer ce destin tout à fait singulier des lettres de Madame de Sévigné, des lettres qui, bon an mal an, nous sont donc parvenues au point de constituer le plus célèbre recueil de toute la littérature française. Alors, il a souligné, Gérard Gailly, que les premières lettres de la marquise qui étaient publiées l'ont été dès 1697, c'est-à-dire un an après sa mort, et qu'il s'agit précisément de lettres de Madame de Sévigné à son cousin Bussy. Vous voyez qu'elle voyait bien quand elle disait « si un jour vous voulez publier mes lettres ». Ces lettres ont été publiées parmi la correspondance de Bussy, et un second volume va paraître dans le second volume de correspondance de Bussy, dans lequel sont également pas mal de lettres de Madame de Sévigné, en 1709. Or, l'année suivante, en 1710 donc, on est à la toute fin du règne de Louis XIV, une petite fille de Madame de Sévigné, elle s'appelle Pauline de Simiane, et un fils du cousin Bussy, l'abbé de Bussy, vont décider d'aller fouiller dans les coffres du château de Grignan en Provence. Ben oui, c'est là, évidemment, qu'a vécu la fille de la marquise, Madame de Grignan, à qui s'adressaient la plupart des lettres de sa mère, cette Madame de Grignan qui était morte 5 ans plus tôt. C'est donc là que se trouvent les innombrables lettres dans lesquelles on trouve les épanchements, cette espèce d'interminable épanchement d'amour maternel, disons-le. Alors à l'époque, ça fait une petite vingtaine d'années que sa grand-mère n'est plus, Pauline de Simiane fait une première sélection, parmi tous, il y en a énormément, elle en sélectionne 137, auxquels elle en ajoute encore une bonne quarantaine avant de rentrer à Paris en 1716. C'est que c'est long de faire tout ça. En plus, l'écriture de Madame de Sévigné, elle est très belle, je la regardais tout à l'heure, c'est une écriture très en hauteur, comme ça, comme on faisait au XVIIe siècle, mais c'est relativement difficile à écrire, même si vous prenez le tour, il faut s'y faire en quelque sorte. Pauline de Simiane était bien consciente que les lettres de sa grand-mère méritaient mieux qu'un petit échantillon comme celui qu'elle avait fait, ce qui fait qu'elle va retourner en Provence en 1729, cette fois accompagnée d'un copiste qui se lancera dans l'immense travail de transcription que représente la masse impressionnante des lettres reçues par Madame de Grignan. Or, sans en parler à sa cousine, voilà que l'abbé de Bussy a fait éditer dès 1726 les fameuses 137 lettres sélectionnées par Pauline 10 ans plus tôt. Et quand elle apprend ça, évidemment, Madame de Simiane entre dans une colère noire. Elle entreprend des démarches auprès des autorités pour faire saisir l'édition, ce qui contribue évidemment à attiser l'intérêt du public, qui était un intérêt déjà vif, disons-le, pour la première édition. Le cousin Bussy est d'autant plus désemparé qu'au moment où arrivent les injonctions de sa cousine, il vient d'envoyer chez un éditeur de Hollande une deuxième fournée de lettres, la quarantaine supplémentaire dont je vous ai parlé. L'abbé s'arrange pour faire croire à sa cousine qu'il est blanc comme neige dans cette affaire, que c'est un ami commun, Thiéraut, qu'il l'a floué, qu'il l'a doublé dans l'affaire.
tout plutôt que de reconnaître qu'il est en vérité à l'origine de la divulgation de la correspondance de la défunte marquise. Une nouvelle édition sort donc à La Haye, qui contient l'ensemble des 180 lettres choisies des années plus tôt par Pauline de Simiane. Alors, vous l'imaginez, cette Pauline, outrée d'avoir été dépossédée de son droit moral sur les lettres de sa grand-mère, on va appeler les éditions clandestines, là les premières, on les appelle les éditions furtives des lettres de Madame de Sévigné. Pauline de Simiane va entreprendre sa propre publication, et cette fois une publication directement tirée des manuscrits autographes. Seulement, ce sont des manuscrits qui sont expurgés, caviardés, nettoyés de ce style de Madame de Sévigné, ce style qui, dans sa spontanéité grand siècle, aurait peut-être pu présenter quelque chose de choquant ou simplement d'un peu osé aux yeux de sa petite fille. Que voulez-vous, Pauline est une dévote, ce que n'était évidemment pas sa grand-mère. Alors, elle corrige les textes de la grand-mère sur la forme, mais aussi sur le fond. Pas question de laisser de traces de la passion excessive de Madame de Sévigné pour sa fille, Madame de Grignan, ni de la déconfiture financière et sociale des Grignan dans les dernières années de la vie de la marquise. Un éditeur aixois, Monsieur Perrin, va publier 6 tomes de cette correspondance, light, allégée en quelque sorte, dont les 4 premiers paraissent en 1734. Alors, malgré les correctifs apportés, on ne pourra pas empêcher le public de murmurer, surtout en Provence, où tout le monde se connaissait et où on reconnaît bien entendu les personnes qui sont évoquées. C'est encore chez Pauline de Simiane une nouvelle colère, mais désastreuse celle-là, puisqu'elle aboutit à un véritable auto-da-fé, la destruction en règle par le feu de quantité de lettres manuscrites de sa grand-mère. Une perte sensible pour la littérature, un épisode de plus dans la longue liste des destructions des beaux textes. Vous savez qu'il y a eu tellement de cas comme ça. Madame de Simiane interdit à Perrin de publier les 2 derniers volumes en cours d'impression. L'éditeur passe outre, heureusement, et il les produira en 1737, ce qui fait qu'en tout, on a là 614 lettres de Madame de Sévigné. Madame de Simiane meurt sur ses entrefaites, et Perrin en profite pour publier beaucoup de lettres inédites et pour réintroduire certains passages expurgés de la précédente édition. Je dis bien certains, pas tous, loin de là, car l'éditeur lui-même a ses limites morales. Or, ce qu'il y a de terrible, c'est que Perrin s'autorise sur la forme des corrections nouvelles. On le voit qui arrondit les angles, qui gomme les tournures trop fortes, qui rabote, qui lisse, qui tue en quelque sorte le style de la marquise, qui décidément a tendance à choquer ce XVIIIe siècle devenu peut-être plus polissé, plus rangé que le siècle précédent. Et malheureusement, c'est cette nouvelle édition de 772 lettres, celle de 1754, qui va fixer pour un siècle Madame de Sévigné dans une convenance bien plus bourgeoise que ne l'était l'auteur des lettres, qui elle était vraiment très aristocratique. Vous allez voir que ces lettres n'ont pas fini de nous surprendre, leur aventure ne va faire que continuer dans le siècle suivant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous l'avez compris, nous levons aujourd'hui le voile sur Europe 1 sur l'histoire extraordinaire des lettres de Madame de Sévigné, Franck. Alors je passe évidemment, parce que on n'a pas un temps fou non plus, je passe sur le pullulement d'édition et de réédition de la version 1754 des lettres. Tout ça nous mène jusqu'en 1818. Il faut savoir qu'entre-temps, le gendre de Pauline de Simiane, qui lui avait promis sur son lit de mort de jeter au feu ce qu'il restait de lettres manuscrites, voilà qu'il vient à décliner à son tour, et sur son propre lit de mort, il va exiger d'un de ses jeunes parents, qui s'appelle Caslan, qu'il procède dans l'âtre de la chambre mortuaire à un nouvel auto-da-fé. On dira jamais assez ce que les pruderies et les pudibonderies, même posthumes, de la triste Simiane auront coûté à la littérature. 1818-1819, donc c'est la date de la grande édition Montmerquet, qui n'est en somme que l'ultime avatar des éditions Perrin d'Aix-en-Provence, matinée d'emprunt, assez arbitraire du reste, aux premières éditions, vous savez, celles qu'on appelle les éditions furtives. Or, peu de temps après, on est donc sous la Restauration, coup de théâtre, on découvre une nouvelle copie de 1055 pages, copie détenue par un certain marquis de Grosbois dans son château de Bourgogne. Alors si la majeure partie des lettres publiées en 1726 et 1754 n'y figurent pas, en revanche, on y trouve quantité d'inédits. Montmerquet ne rêve plus que d'une chose, publier le recueil Grosbois, ce à quoi il s'attelle, et son continuateur aussi, Adolphe Régnier. L'édition paraîtra en 1862. Or, chose étonnante, la dévotion des nouveaux publieurs, si je puis dire, pour le manuscrit Grosbois leur
admiration pour ce manuscrit est telle qu'ils vont jusqu'à reproduire des erreurs évidentes et qui naturellement n'étaient pas dans les précédentes éditions. Donc ils rajoutent des fautes, si vous voulez. Et voilà que 10 ans plus tard, il faut à nouveau tout revoir, puisqu'en 1872, une brocanteuse de Dijon achète en vente publique 6 volumes manuscrits du début du XVIIIe siècle. Ces volumes restent lettres mortes, si je puis dire. La marchande les expose aux intempéries sur son éventaire, jusqu'à ce qu'un juriste, Charles Capmas, s'en porte acquéreur. Capmas ne tarde pas, c'est un professeur de droit, il ne tarde pas à comprendre qu'il vient de mettre la main sur un pur trésor, des lettres de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan, des lettres qu'il va publier en 1876, 2500 pages, dont quantité de lettres inédites où se retrouve tout Grosbois et bien davantage. Or, il apparaît que toutes les erreurs, tous les blancs, toutes les sautes de ligne qui étaient contenues dans Grosbois se retrouvent dans Capmas, ou l'inverse d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que c'est l'édition Grosbois qui a copié sur l'autre. Or, peu à peu, les spécialistes vont prendre la mesure de la valeur de ce recueil Capmas. En effet, parmi les quelques rares lettres autographes retrouvées au fil des ans, des pépites réchappées de l'autodafé, 13 se retrouvent dans les éditions Perrin, et là on se rend compte qu'elles ont été assez modifiées à l'époque, et 6 se retrouvent dans l'édition Capmas. Celles-là sont parfaitement recopiées mot à mot. Question: d'où provient-elle, cette fabuleuse source Capmas, qui depuis plus d'un siècle maintenant sert de référence aux éditions des lettres de la Marquise? D'où vient-elle? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'étudier, c'est l'énigme que nous allons essayer de résoudre dans un instant. En attendant, réjouissons-nous de cette découverte miraculeuse, mais qui ne contient que la moitié seulement des lettres adressées par sa mère à Madame de Grignan. Où sont les 6 autres volumes? Soit ils n'ont pas été recopiés, par ordre de Madame de Simiane, qui en avait assez de voir la correspondance de sa grand-mère utilisée à des fins qui n'étaient pas celles qu'elle aurait jugées utiles, soit ils l'ont été et se sont perdus. Ils attendent peut-être dans un grenier quelque part le rechercheur qui les ramènera au jour. Je vais vous parler de cette fabuleuse source Capmas, évidemment. C'est celle qui sert de référence lorsqu'on fait aujourd'hui des éditions des lettres de Madame de Sévigné. Alors, des éditions, il en existe énormément, notamment dans quasiment toutes les collections de poche. Mais celle qui fait référence, bien entendu, c'est celle de la collection de la Pléiade chez Gallimard. Et Roger et Jacqueline Duchesne ont travaillé. Ce sont eux qui ont établi cette édition la plus scientifique qui soit, la plus exacte possible des lettres de Madame de Sévigné. Nous avons au téléphone Jacqueline Duchesne. Bonjour madame. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Marseille, je précise. Alors, cette édition vous a occupé, votre mari et vous, pendant de nombreuses années. Oui, en effet, cette édition a été comme un véritable roman policier pour découvrir le meilleur texte possible. Le texte Capmas dont vous parlez est en fait la transcription par un copiste de Aimé Nicolas de Bussy-Rabutin, un autre cousin de Pauline. On reste dans la famille de Bussy. On reste dans la famille toujours de Bussy, oui, absolument. Et cette copie est la meilleure source possible quand on la confronte aux autographes. Mais à partir de là, il a bien fallu la confronter aussi, comme vous l'avez dit, à toutes les éditions précédentes. Ça a été justement le sujet de notre travail. Mais un sujet très très lourd, si vous voulez, d'un côté, mais qui fait quand même plaisir parce que Gide s'était écrié une fois en lisant toutes ces difficultés à éditer Madame de Sévigné. Il avait dit, mais au fond, moi quand je lisais Madame de Sévigné, mais je ne savais pas que ce n'était pas elle, en fait, que je lisais. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, nous n'avons que des transcriptions. Voilà. C'est une frustration. Alors, on a quelques lettres authentiques. Est-ce qu'il en ressort aujourd'hui encore? Heureusement, non. Franchement, les lettres ont été vraiment écrémées, elles ont été vendues parfois, mais on ne trouve pas de lettres nouvelles. Le temps a passé. Je voudrais dire un mot quand même au sujet des lettres de la fille, parce que c'est très important. De Françoise de Grignan, bien sûr, dont vous êtes la biographe, il faut le dire. Oui, je suis la biographe de Françoise de Grignan parce que j'avais trouvé qu'on parlait énormément de la mère et qu'on parlait très peu de la fille. Et qui écrit fort bien du reste. Hein. Et j'avais envie, exactement, de savoir ce qu'elle était. Or, on peut s'étonner de ce qu'il n'y ait, parmi tout ce qu'on a cherché, il n'y ait aucune lettre de Françoise de Grignan à sa mère.
Alors, on a vite fait de dire, quand on est malveillant, c'est parce qu'elle ne lui répondait pas. C'est archi faux, j'ai vraiment fait le travail soigneusement. Et Françoise de Grignan, pendant tout le temps de l'absence, de leur absence, qui a été en fait de 8 années, mais 8 années ô combien capitales, Françoise de Grignan a répondu toutes les semaines à sa mère par les 2 courriers qu'il y avait à l'époque entre Paris et la Provence, ou la Bretagne et la Provence. Donc ces lettres, elles sont bien quelque part. Ces lettres, non, elles ne sont nulle part, car il s'est passé, on a juste 3 lettres de Françoise à son mari qui ont été retrouvées tout à fait par hasard. Mais à sa mère, il n'y en a aucune. Pourquoi ? Parce que Madame de Sévigné a trouvé trop important la correspondance qu'elle échangeait, la correspondance d'amour, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle échangeait avec sa fille, et qu'elle ne voulait pas qu'après sa mort, on lise ce que Françoise lui avait écrit. S'il y avait une lectrice de Françoise de Grignan, il n'y en avait qu'une, et c'était elle. Donc elle a fait disparaître toutes les lettres de Françoise de Grignan. Et ça, c'est très important à souligner pour l'opinion que l'on se fait de la comtesse de Grignan. Et oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle a relativement mauvaise presse parce que les contemporains la décrivent comme une jeune femme d'une très grande beauté, mais d'un caractère assez impossible. Oui. C'est une jeune femme qui a été traumatisée par la mort de son père quand elle avait 5 ans. Son père mort en duel pour les beaux yeux d'une femme qui n'était pas la marquise de Sévigné, qui était la femme d'un avocat, Madame de Gondran, surnommée la belle Lolo. Cette fille a été traumatisée et en plus aussi, elle a été certainement perturbée par la nomination de son mari, le comte de Grignan, en Provence, ce comte qu'on destinait à la cour. Alors justement, nous allons en parler à l'instant. Restez en ligne si vous voulez, Jacqueline Duchesne, et nous nous retrouvons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Nous sommes toujours en compagnie de Jacqueline Duchesne, spécialiste du XVIIe siècle. Elle a collaboré, vous l'avez dit Franck, à l'édition de la correspondance de Madame de Sévigné dans la Pléiade avec son mari Roger Duchesne. Également avec nous, Arlette Le Bigre, qui est juriste et historienne du droit. Et avec Arlette Le Bigre, dans un instant, nous allons évoquer un aspect totalement inattendu de Madame de Sévigné. J'aimerais avant cela que Jacqueline Duchesne, vous êtes toujours avec nous, Jacqueline Duchesne, j'aimerais que nous disions un mot du gendre de Madame de Sévigné, de François de Grignan, et puis de son fils aussi, dont on ne parle jamais. Alors, le gendre de Madame de Sévigné, je lui ai consacré une biographie en 2008, parue chez Jeanne Lafitte, parce que c'est un homme très intéressant. Il n'a que 14 ans de moins que sa belle-mère. Il s'entend très bien avec elle au moment du mariage. Lui, il a déjà été marié 2 fois et il s'apprête à épouser Françoise, qu'on nomme la plus jolie fille de France. La belle-mère voit tout ça d'un très bon œil, elle trouve son gendre très cultivé, etc. Mais ce qui ne va pas, c'est que peu de temps après le mariage, François de Grignan est nommé représentant du roi en Provence pour toutes les questions, ce que vous avez dit tout à l'heure, une sorte de super préfet. Alors c'est ça le déclic de l'amour maternel, car l'amour maternel de Madame de Sévigné, il ne faut pas croire qu'il soit venu très tôt, il est même venu assez tard, justement à l'occasion de cette séparation. Car la marquise, quand elle était jeune... C'est la distance qui a créé, en fait, cette tension. Les difficultés de communication à l'époque, évidemment. Et quand elle était jeune, la marquise, il faut se l'imaginer, du genre Guillerette. Son cousin Bussy disait qu'elle aimait tous les hommes, depuis le sceptre jusqu'à la soutane. Et que ses bras, elle les tenait pour un prix très bas, puisque les prend, dit Bussy, les prend et les baise qui veut. Donc, elle a été... En même temps, c'est Bussy qui dit ça. Il faut toujours en prendre et en laisser. Avec même ça a été... On sait très bien le nombre d'amoureux qu'elle a traîné après elle. Oui, c'est vrai. Oui. Et ensuite, il faut aussi savoir qu'elle est d'un tempérament froid, selon son mari et selon ceux qui l'ont connue assez bien, selon Bussy, bien sûr, qui va jusqu'à dire « Je pense que le mari s'est tiré d'affaire devant les hommes, mais je le tiens pour cocu devant Dieu. » Donc la marquise n'a pas été une personne très sage dans sa jeunesse. N'en déplaise à sa petite fille Pauline de Simiane. Oui. Si vous voulez, et à sa grand-mère, Jeanne de Chantal, qui a quand même été la fondatrice de l'ordre Sainte Jeanne de Chantal, de la Visitation. Et oui, bien sûr. Et une femme qui aussi, alors elle est religieuse, bien sûr, fondatrice de cet ordre, une femme de tête très intelligente, mais qui nous a laissé d'énormes volumes de lettres où l'on sent bien que
vient le talent de la chère marquise de Sévigné. On va dire que tout ça avait sauté quelques générations. Merci infiniment, Jacqueline Duchesne. On aura l'occasion, j'espère, de refaire des émissions sur ce personnage qui est d'une richesse extraordinaire et dont les lettres nous amènent à évoquer toutes sortes de sujets, à commencer par celui qui a naturellement intéressé beaucoup et précisément Arlette Lebigre, c'est-à-dire celui des procès. Car il se trouve qu'à travers la masse des lettres de Madame de Sévigné, ce sont quelques chroniques judiciaires étonnantes qui nous sont parvenues, des chroniques judiciaires qui arrivent directement du XVIIe siècle, d'abord à propos du fameux grand procès politique du règne, c'est-à-dire le procès Fouquet. Arlette Lebigre. Oui, bien sûr. Et alors, Madame de Sévigné présente cette particularité qui m'a tout à fait intéressée, que c'est presque la seule femme de lettres, j'emploie exprès cette expression, la seule femme de lettres qui s'est intéressée au grand procès de son époque. En cherchant bien, j'ai trouvé George Sand en 1840 à propos du procès de Madame Lafarge, cette célèbre prétendue empoisonneuse. Le procès avait remué, on peut dire, la France entière et presque l'Europe. Et George Sand s'intéresse à ce procès. Mais nous sommes en 1840. Oui, alors que là, on est en 1660. Absolument. Et autre exemple, beaucoup plus proche de nous, Marguerite Duras. Mais il faut, là encore, attendre le XXe siècle. Or, Madame de Sévigné, donc, pour des siècles, est la seule à s'être intéressée. Et je dois dire que, comme nous avons la chance qu'elle ait vécu à l'époque où deux grands procès, les plus grands, les plus vraiment extraordinaires du XVIIe siècle se sont déroulés, cela nous vaut son témoignage, malheureusement court, raccourci, à cause de ce fameux manque de lettres. Il nous en manque toujours. Nous voudrions toujours en avoir davantage. Elle a dû probablement faire des descriptions encore plus approfondies, mais qui ont disparu, évidemment. Oui, je pense. Mais en tout cas, on en sait quand même assez pour avoir un coup d'œil assez différent. Elle est dans une situation paradoxale au moment du procès Fouquet, Madame de Sévigné, parce qu'elle est à la fois une dame de la cour, une grande admiratrice du jeune roi, du reste, et en même temps, elle adore Fouquet. Donc c'est un écartèlement pour elle. Ah mais justement, elle adore Fouquet, ça se voit, parce que nous avons 27 lettres en 1 mois et 13 jours qu'elle a écrites au moment du procès, dans la phase terminale du procès Fouquet. Parce que Fouquet a été arrêté en septembre 1661. L'instruction de son procès a commencé en janvier 62, mais nous n'avons le témoignage de Madame de Sévigné que dans le tout dernier mois et demi de son procès. Alors là, évidemment, les lettres qu'elle a, ce n'est pas Madame de Grignan. Madame de Grignan, à l'époque, n'est pas encore, évidemment, mariée, elle ne partira qu'en 71. Bien sûr, elle les adresse toutes à Arnaud de Pomponne. Arnaud de Pomponne, qui fait partie de la grande famille Arnaud, les célèbres jansénistes. On est décidément dans des familles religieuses. Voilà, tout à fait. À tendance un peu janséniste, même tout à fait janséniste. Et elle se livre avec beaucoup de franchise à Arnaud de Pomponne, et elle se livre avec même une franchise dont probablement elle ne saisit pas tout ce que ça peut représenter dans une certaine part d'ombre de sa personnalité. Est-ce qu'elle a écrit, elle, des lettres à Fouquet? Est-ce que Madame de Sévigné a écrit des lettres à Fouquet? Voilà, justement. C'est que Madame de Sévigné, du temps que Fouquet était contrôleur général des finances, a eu affaire à lui pour, disait-elle, croyons-la sur parole, des questions d'affaires. Vous savez que Madame de Sévigné court toujours après 12 deniers pour faire une livre. Et donc, elle a eu affaire, là encore, je cite ce qu'elle dit, à Fouquet pour cela. Elle lui a donc écrit à ce moment-là. Seulement, voilà, quand Fouquet est arrêté, on saisit tous ses papiers et on trouve chez lui une cassette. C'est fou ce que les cassettes peuvent avoir d'importance au XVIIe siècle. Pas seulement chez Harpagon. Non, mais dans l'affaire des poisons aussi, dont nous allons parler dans un instant. Bien sûr. Je dis, la cassette, au XVIIe siècle, c'est le disque dur. Ce qu'on appelle la cassette, c'est un coffret, en fait. Voilà, et c'est aussi révélateur que le disque dur de nos ordinateurs. Mais oui. Ça joue à peu près ce rôle-là. Or,
dans sa cassette, Fouquet conservait des lettres de Madame de Sévigné, mais aussi et surtout des lettres d'amour de ses maîtresses, parce que Fouquet était un séducteur, un homme à femme, et Madame de Sévigné pique une rage bleue quand elle apprend que Fouquet gardait ses lettres d'affaires. Précisons tout de suite, avec les poulets, comme elle dit, de ses belles amies. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle va mobiliser tous ses amis à elle pour que dans Paris, il soit bien précisé que ces lettres ne sont que des lettres d'affaires. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Et elle en veut terriblement à Fouquet à ce moment-là. Le regard de Madame de Sévigné sur une autre grande affaire, sur l'affaire des poisons, c'est dans un instant avec Arlette. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Madame de Sévigné est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 et nous voyons depuis tout à l'heure que l'auteur des fameuses lettres était aussi chroniqueuse judiciaire. Eh bien oui, elle tenait notamment sa fille au courant de tout ce qui se passait et parmi ce qui se passait, il y avait forcément des procès. Alors c'est amusant parce qu'Arlette Le Bigre a relevé un certain nombre d'anecdotes assez drôles, notamment celle d'un gentilhomme qui était condamné à mort, qu'on avait exécuté, comme on disait, en effigie, c'était une condamnation par contumace, et il traverse la ville où avait lieu l'exécution, qui est Laval en l'occurrence, il aperçoit son portrait, il trouve que le portrait est raté et il va se plaindre au peintre de ces mauvaises... Il va se plaindre au juge. Au juge du mauvais office. Au peintre encore, ce serait pas grave. Il va se plaindre en disant qu'on l'avait très mal habillé, qu'il n'acceptait pas d'être présenté comme ça. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Oui. Mais il y a aussi, dans cette correspondance de Madame de Sévigné avec sa fille, Madame de Grignan, des relations très précises de cette terrible affaire qui va empoisonner, c'est le cas de le dire, le règne de Louis XIV, la célèbre affaire des poisons. Oui, alors là, malheureusement, nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle aurait pu en écrire Madame de Grignan si Madame de Grignan n'avait pas eu la mauvaise idée. Ça, c'est moi qui parle. Madame de Sévigné trouvait au contraire que c'était excellent, mais d'être à Paris pendant tout le début de l'affaire et pendant toute la fin de l'affaire. Donc en fait, à chaque fois que sa fille est là près d'elle, évidemment, on n'a plus les lettres. Exactement. Oui. Alors on est horriblement frustrés parce que l'affaire des poisons... Alors, bien sûr, en 1676, au moment du procès de Madame de Brinvilliers, elle est là. Mais disons que Madame de Sévigné voit ça de façon très anecdotique. Il y a quand même cette lettre invraisemblable de Madame de Sévigné racontant l'exécution de Madame de Brinvilliers avec une désinvolture, oui, avec elle dit, un humour noir. J'ai vu juste une coiffe au-dessus de la charrette, il y avait tellement de monde, j'ai pas pu aller jusqu'à la place de Grève, notre place de l'hôtel de ville. Et puis elle dit, bon ben voilà, son pauvre petit corps a été brûlé. Son petit corps, là. Son charmant après petit corps. Exécution, hein, oui. Et j'espère qu'il ne nous en viendra pas des humeurs empoisonnées. On dirait maintenant des particules dans l'air de Paris. Hein, elle croyait pas si bien dire, parce que 3 ans après débute la grande affaire des poisons. Et alors, ça, c'était les humeurs empoisonnées qu'elle avait pressenties. Exactement, elle le disait en plaisantant, elle ne pouvait pas penser qu'elle disait aussi juste. Malheureusement, quand l'affaire démarre, la grande affaire, en 79, Madame de Grignan est à Paris. Eh oui, la fille est près de la mer, donc il n'y a plus de lettres, évidemment. Oui. Et l'affaire dure jusqu'en 82, mais même chose en 81, elle n'a pas de raison d'écrire à sa fille. Alors nous avons des lettres de Madame de Sévigné, exactement pour l'année 1680, de janvier à juin. Et ces lettres, c'est extrêmement drôle parce que ça la révèle, elle aussi. C'est incroyable. Elle est scandalisée que l'on ose interroger les plus grandes dames de la cour. Et dès le début, quand Louis XIV, sachant que cette comtesse de Soissons, qui est une nièce de Mazarin, est un peu compromise dans cette histoire parce qu'elle fricotait pas mal avec la voisin, la célèbre empoisonneuse, Louis XIV ferme les yeux, sachant qu'elle va fuir en Flandre. Commentaire de Madame de Sévigné, je trouve ça naturel et même assez noble. Pour moi, je l'approuve. Ah, c'est incroyable, ça. Ben oui. En fait, elle prend le parti des grandes dames. Ah, mais totalement. Et ça continue. Et elles disent sont pour de pures sottises. Alors, vous remarquerez une chose, c'est qu'actuellement, encore, quand on veut dédouaner quelqu'un de sa responsabilité, on dira, il a fait une bêtise.
Hein, un jeune qui fera 3 braquages à main armée, les proches diront « Oh oui, il a fait des bêtises ». Bon, ben là, ce sont des sottises qu'on reproche. Quelle sottise de se faire lire dans les lignes de la main par ces bonnes femmes. Et ces bonnes femmes, mais ce sont des gueuses, des coquines, des sorcières. Et les voyantes ne sont pas ses amies. C'est une honte aux yeux de toute l'Europe de créer de si grands scandales pour des personnes de cette qualité. Donc un esprit éclairé, mais qui n'était pas dénué de certains préjugés sociaux, évidemment. Bien sûr. Et il faudrait parler j'ai plein d'affaires qui sont évoquées évidemment dans les lettres de Madame de Sévigné dont on n'aura pas le temps de parler. Arlette Le Bigre, on aura l'occasion d'y revenir, j'espère beaucoup. Je signale à nos auditeurs vos mémoires apocryphes de Barthélemy Dumont Geôlier de la Conciergerie. C'est passionnant parce que ce sont toutes les grandes affaires judiciaires du début du XVIe siècle. Ça, c'est paru chez Perrin. Et puis votre affaire des poisons, évidemment, aux éditions Complexes, c'était paru en 2006. Je rappelle que Jacqueline Duchesne est l'auteur d'une biographie de Françoise de Grignan, mais aussi de François de Grignan qui est paru en octobre 2008 chez Jeanne Lafitte. Et puis avec Roger Duchesne, son mari évidemment, ils étaient les auteurs de l'édition Dans la Pléiade de la correspondance de Madame de Sévigné. On est frustré aujourd'hui, on aurait aimé en dire beaucoup plus, mais je n'ai qu'un conseil à vous donner. Plongez-vous dans les lettres. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Attention, ça risque de vous prendre un petit moment. Ça risque de vous prendre un